Chers participants, éminents chefs de gouvernement, je souhaite tout d'abord remercier le gouvernement italien et la première ministre Giorgia Meloni pour l'organisation et l'accueil de cette conférence cette année en Italie. Merci pour votre réelle préoccupation et votre engagement. Car aujourd'hui, nous discutons non seulement du destin de l'Ukraine, mais aussi de celui de toute la région. Je voudrais parler de la destruction. Car ce n'est pas seulement un concept matériel. C'est aussi une réalité sociale. Elle se manifeste par des difficultés, des menaces pour la sécurité et une détresse psychologique. Elle peut se propager bien au-delà du champ de bataille et toucher tout le monde. Et c'est déjà le cas. Ces derniers mois, aussi longtemps que la Russie a retardé les négociations, l'agresseur a bombardé l'Ukraine avec une cruauté particulière, nuit après nuit. Et la nuit dernière, malheureusement, n'a pas fait exception. Rien qu'en juin, imaginez, en un seul mois, la Russie a lancé plus de 330 missiles, près de 80 missiles balistiques, plus de 5000 drones de combat et 5000 bombes aériennes sur les villes ukrainiennes. L'ampleur de la destruction est difficile à décrire, mais nos partenaires internationaux qui se sont récemment rendus à Kiev et ont vu des immeubles d'habitation pulvérisés par des frappes balistiques disent n'avoir jamais vu quelque chose de semblable. Un gouffre béant à l'endroit où se trouvaient autrefois des étages, où vivaient des familles. Dans 2 immeubles résidentiels détruits en juin dans la capitale, plus de 30 vies ont été perdues. Rien ne pourra ramener ces personnes, ces parents, ces enfants, ces familles, leurs vies uniques arrachées par l'agresseur. Aujourd'hui, je veux surtout insister sur ceci. Ce qui compte le plus dans la reconstruction d'un pays, ce sont ses habitants. Des bâtiments sans habitants, des entreprises sans travailleurs. Un pays sans peuple, ce n'est plus un pays. C'est un mémorial. En Ukraine, nous l'avons appris dans la douleur, et nous ne souhaiterions jamais une telle souffrance à quiconque. C'est pourquoi, au milieu d'une défense acharnée, nous avons fait du sauvetage des vies notre priorité absolue, dans tous les sens, physique, social et psychologique. Notre principe est restaurer l'individu, et il restaurera tout le reste. Et seulement dans cet ordre. Merci. Aujourd'hui, nos experts partageront les détails sur la manière dont ce principe est mis en œuvre dans l'ensemble du programme de relèvement. Permettez-moi de mettre en lumière quelques domaines où je suis personnellement impliquée. La santé mentale. Lorsqu'un bâtiment est détruit, il ne reste pas seulement des décombres et des tombes. Il y a aussi des centaines de personnes qui vivent dans le deuil. Parents, amis et tant d'autres vivant dans l'angoisse et la peur, sachant qu'ils pourraient être les prochains. Selon les dernières études sociologiques, plus de 80% des Ukrainiens vivent dans un état chronique de stress et de tension émotionnelle. Nous avons beaucoup de mèmes sur Internet à ce sujet. Tristes, bien sûr. Par exemple, après un nouveau bombardement, les gens écrivent dans leurs discussions de travail « J'ai survécu, donc j'irai travailler aujourd'hui ». Notre économie continue de fonctionner grâce à des millions de personnes qui, après une nuit passée dans des caves, se rendent tout de même au travail. Mais les principales émotions qu'ils portent alors sont la fatigue, la tension et le désespoir.
Dès les premiers mois de l'invasion russe, l'Ukraine a répondu à ce défi avec le Programme national de santé mentale. Comment allez-vous? Que je parraine. C'est un système complet de soutien impliquant toutes les administrations, régions et communautés, travaillant de manière coordonnée. C'est un réseau de services où les différents prestataires en santé mentale se connaissent et collaborent afin qu'aucune personne ne se perde dans sa recherche d'aide. Le principe clé de la santé mentale dans tous les secteurs et toutes les politiques est désormais inscrit dans la loi, ce qui signifie que le changement est irréversible. À ce stade, il est crucial que l'Ukraine ne perde pas son élan et continue à soutenir les réformes publiques dans ce domaine. Beaucoup d'efforts sont consacrés à l'élargissement du programme pour que les services de santé mentale atteignent toutes les communautés, ce qui nécessite l'appui de nos partenaires. L'acteur clé dans ce domaine est le Centre de coordination pour la santé mentale auprès du cabinet des ministres d'Ukraine. Ces représentants font partie de la délégation ukrainienne ici présente et ils sont prêts à répondre à toutes vos questions. Quand les victimes arrivent à l'hôpital après une nouvelle frappe russe, elles souffrent de blessures graves, de traumatismes dus aux explosions, de brûlures, de membres écrasés. Sauver leur vie ne suffit pas. Il faut aussi leur permettre de revivre pleinement. Aujourd'hui, nous avons 11 000 spécialistes en réadaptation dans tout le pays, soit 7 fois plus qu'en 2022. Rien qu'au cours de la dernière année et demie, ils ont aidé 600 000 Ukrainiens. C'est aussi le résultat d'une politique d'État. Nos spécialistes ont la possibilité d'apprendre auprès de collègues des meilleures cliniques du monde et nous en sommes profondément reconnaissants à ces institutions et à vos pays. Mais notre expertise propre a également tellement progressé que nous pouvons désormais la partager. C'est pour cela que l'Ukraine a lancé un partenariat médical afin de structurer la coopération internationale entre établissements de santé. Je vous invite à y participer et je remercie ceux qui en font déjà partie. L'éducation. Vous avez peut-être vu les gros titres, l'Ukraine dispose désormais d'écoles souterraines entièrement fonctionnelles. C'est vrai. Nous avons déjà construit 15 écoles souterraines sur les 200 prévues. La Russie cible délibérément nos établissements scolaires en ayant déjà détruit 385 bâtiments et endommagé plus de 3 500. Je souhaite remercier tout particulièrement chaque partenaire international qui nous aide à assurer l'éducation des enfants et je salue l'Alliance internationale pour la transformation de l'éducation de la petite enfance en Ukraine, dont les premiers pas seront posés aujourd'hui en marge de la conférence URC. Dès les premiers mois de notre défense, quand l'Ukraine a pris la décision cruciale de préserver l'éducation de nos enfants, nous avons également fait un autre choix fondamental: poursuivre la réforme de l'alimentation scolaire. Nous sommes probablement le seul pays à mettre en œuvre une telle réforme en temps de guerre. Mais précisément dans ces moments, un repas scolaire de qualité devient plus qu'un simple repas. C'est une marque d'attention, une forme de protection sociale et un soutien pour toute la famille. J'ai l'honneur de parrainer ce projet qui ne concerne pas seulement la nourriture, mais aussi la dignité et les opportunités. L'équipe de réforme a déjà modernisé plus de 1000 cantines scolaires et plus de 6000 cuisiniers ont été formés à préparer des repas selon de nouvelles normes sanitaires. Chaque jour, plus de 1,5 million d'enfants ukrainiens reçoivent un repas chaud gratuit à l'école. Notre campagne pour une alimentation saine a touché plus de 7 millions d'Ukrainiens, car nous croyons que cultiver de bonnes habitudes dès l'enfance, c'est former une nation en bonne santé. Notre objectif est que d'ici 2027, chaque enfant ait quotidiennement accès à une alimentation saine et de qualité. Pour y parvenir, l'Ukraine a encore besoin de 6 000 cantines modernisées et de 12 000 cuisiniers formés. J'invite tous ceux qui se sentent concernés à nous rejoindre. Et je vous invite aussi à littéralement goûter cette réforme.
Pour la deuxième année consécutive, nous présentons ici, à la conférence URC, une cuisine scolaire de démonstration. Une Ukraine sans barrières est une autre réforme humanitaire que nous menons sous le feu. Je l'ai initiée il y a 5 ans, mais elle est aujourd'hui plus pertinente que jamais. Elle concerne tout le monde, les blessés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants, les aidants, ainsi que ceux qui souffrent de traumatismes psychologiques. Car elle porte sur l'égalité, dans la mobilité, dans les opportunités, même dans la communication. Ces dernières années, nous avons introduit les normes européennes d'accessibilité dans la construction et dans l'espace numérique. Chaque ministère pilote des projets phares pour améliorer l'accès à l'éducation, au travail et à la mobilité. Vous en entendrez davantage aujourd'hui. Mais je veux dire ceci, la guerre n'est pas seulement un frein. Elle nous fait reculer. C'est toujours une régression. Nous devons donc nous défendre non seulement contre l'attaque, mais aussi contre le recul. Comme l'a dit Lewis Carroll, il faut courir de toutes ses forces pour rester au même endroit. Concrètement, chaque nouvelle frappe augmente le besoin de services inclusifs. C'est pourquoi votre aide nous est si précieuse. Merci. Nous attendons aujourd'hui avec une attention particulière la signature de l'adhésion de l'Ukraine au Fonds social européen plus, ESF+. L'accès à ce fonds structurel de l'UE nous permettra de créer de nouvelles initiatives en matière d'éducation et d'emploi, ainsi que de moderniser notre législation du travail. Avec votre soutien, nous faisons maintenant un pas vers une Europe sociale, où les personnes, leurs droits, leur sécurité et leur bien-être sont au centre. L'égalité de genre. Ce panel abordera la question des femmes, car leurs droits et leurs besoins représentent un défi spécifique. Aujourd'hui en Ukraine, 2/3 des femmes ayant de jeunes enfants ne peuvent pas reprendre le travail en raison de l'état actuel des infrastructures de garde d'enfants. En même temps, les femmes entrent dans des secteurs autrefois dominés par les hommes. L'industrie, la logistique, l'armée. La majorité de nos travailleurs sociaux et de nos entrepreneurs sont des femmes. Elles représentent une force puissante et active qui a besoin de conditions favorables pour s'épanouir. Le panel sur le genre de la conférence URC présentera des exemples concrets de femmes, anciennes combattantes, entrepreneurs, leaders locaux, qui jouent déjà un rôle central dans les efforts de reconstruction. Il est crucial que l'Alliance de pays et d'organisations engagées pour une relance inclusive et sensible au genre continue de les soutenir et contribue à rendre leurs actions visibles, influentes et efficaces. Égalité des chances, éducation, santé mentale, réhabilitation, enfance, épanouie. Tous ces thèmes que je viens d'évoquer sont également au cœur du travail de la Fondation Olena Zelenska. C'est une autre façon d'aider l'Ukraine à se reconstruire à l'échelle humaine, en soutenant des personnes réelles, et dans notre cas, en particulier les enfants. Je serai heureuse de vous rencontrer à notre stand ici pour vous en dire davantage. L'homme politique italien Alcide de Gasperi, qui s'est un jour dressé contre le fascisme, a dit que « l'avenir est construit par les mains de ceux qui n'hésiteraient pas ». Les Ukrainiens, qui vivent sous la menace constante de perdre la vie, n'ont tout simplement pas le luxe d'hésiter. Nous mettons de côté toute hésitation jusqu'au retour de la paix, et pour l'instant, nous agissons. C'est d'ailleurs l'une des pratiques psychologiques qui nous aide à tenir. Nous devons agir, même quand nous avons peur, même quand c'est dangereux, en voyant les autres, leurs besoins et en leur apportant de l'aide. C'est la meilleure façon de se détourner des angoisses et des craintes, une méthode éprouvée par l'Ukraine.
C'est pourquoi je vous demande, dans tous vos projets importants et précieux, de mettre les personnes en premier, celles qui vont y travailler, en bénéficier et vivre avec. Tout comme nos navigateurs Internet nous demandent de confirmer que nous ne sommes pas des robots, nous devons nous demander, ce que nous faisons est-il humain? Je suis convaincue que si chacun applique cette règle, les personnes d'abord, le monde deviendra un meilleur endroit pour chacun de nous, quel que soit le pays où nous vivons. Merci.